Hello les amis, alors suite à la dernière vidéo de la chaîne consacrée à l'approche globale du sol à la plante, le deuxième épisode, où le sujet était l'impact des engrais sur les sols, vous êtes vraiment nombreux à me poser beaucoup de questions, souvent un peu sur les mêmes sujets, notamment sur l'urée et sur les engrais liquides. On parlera même un petit peu du soufre. L'idée de cette vidéo donc c'est de répondre à vos questions directement, remettre un peu l'église au centre du village et qu'on parle de la réalité des choses et pas du brouillard artificiel dans lequel certains d'entre vous se sont mis, malheureusement. Parce que de la connaissance découle le respect, du respect découle la prise de conscience, c'est mon intime conviction, c'est pour ça que je fais tout ça au quotidien, et sur ma ferme, et avec l'envie de le partager à tous. Tout ce que j'ai pu apprendre, je l'ai appris, je crois, de manière gratuite, car les connaissances, finalement, ça peut s'échanger à l'infini, c'est tout l'avantage. L'Internet, c'est formidable, cela permet d'avoir accès à beaucoup d'informations, des bonnes, des moins bonnes, des justifiées, des moins justifiées. Les formations, c'est génial, il n'y a rien à dire, cela permet souvent une ouverture d'esprit, d'éveiller la curiosité. Les VIVEA, vous savez, ce fonds public, sur lesquels nous sommes tous ponctionnés, permet à beaucoup d'intervenants d'intervenir et de faire des formations toute l'année. Certains organismes en sont friands, certains agriculteurs aussi, et se mettent au chaud tout l'hiver pour régulièrement se former en continu pour tout et son contraire d'ailleurs. Le bilan de tout cela, et c'est mon intime conviction, et vous allez voir par les questions que vous me posez, ça va être concrètement démontré, complique finalement les choses, surtout au niveau de la transmission de la technique. Tout simplement parce qu'en réalité, tous les problèmes techniques sont en partie liés au milieu dans lequel on a été éduqué. Curiosité, ouverture, travail, ou au contraire, facilité, barrière, aveuglement parfois. Il y a des gens équilibrés, bien dans leur peau, et qui n'ont pas peur des avis divers. Mais les avis, on s'en fout, au final. Les discours aussi, si cela ne sert pas à faire avancer réellement les choses. Faudrait pas finir par simplement causer, faire des discours, seulement, et sans satisfaire. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de répondre à certaines de vos questions, et je vous préviens, ça va chahuter un petit peu, mais on remettra, je le redis, l'église au centre du village. Alors si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et Sam, c'est toujours moi. Alors en effet les amis, rendez-vous compte, je suis obligé de vous refaire une vidéo pour essayer de répondre à des questions dont vous n'avez pas eu les réponses par les personnes qui vous ont mis le doute. C'est quand même quelque chose d'important à dire. C'est quelque chose qu'on vit depuis des années avec Mathieu au quotidien. On passe aujourd'hui plus de temps à devoir vous expliquer des choses que d'autres vous ont expliquées, que vous n'avez pas comprises ou qui vous expliquent des choses qui ne sont pas vraies. Premier sujet, vous m'avez posé la question sur l'urée, en me disant on a fait des formations par quelques intervenants qui nous ont expliqué que les nitrates c'était nocif pour les plantes, nocif pour le sol, et qu'à l'inverse il fallait utiliser de l'urée qui était elle, dans ce cas-là, bonne pour le sol et bonne pour les plantes. Alors je suis désolé de vous le dire, je vais vous donner quelques adresses pour aller vous renseigner un petit peu, puisque moi, vous savez, j'ai pas le niveau de ces intervenants haut de gamme. Mais par contre, comme je le dis souvent, l'intelligence, c'est le fait d'avoir des connaissances et de les relier entre elles. Or, il se trouve que j'ai regardé les sources, que vous m'avez dit d'aller regarder, qui expliquent cela, parce que je n'y étais jamais allé, par manque de temps, par manque d'intérêt aussi. Et finalement, j'ai découvert déjà beaucoup d'inepties, beaucoup de choses qui ne sont pas la réalité. Le deuxième point que j'ai découvert, c'est beaucoup de complications, beaucoup de complexité, avec, pour mon petit cerveau d'agriculteur, la demande de ce que ça allait servir pour l'agriculteur qui était en face de ce type d'intervention. Mis à part lui créer le doute, mis à part le perturber complètement, et mis à part faire qu'il ne sait plus. Et c'est ce que vous m'avez traduit. Et c'est pas la première fois, puisque même pour les engrais liquides, vous verrez après, c'est la même chose. Alors moi, je vais aller très vite à vous expliquer les choses concrètement, et vous penserez par vous-même la solution finale. La première des choses, c'est que dans cette vidéo, à un moment, l'intervenant explique que les oxydes sont mauvais pour les sols et pour les plantes. Alors en effet, le fait d'apporter beaucoup de produits solubles, et donc, quand je dis soluble, ça veut dire disponible, donc oxydé, c'est négatif pour un sol puisque ça le perturbe, ça déséquilibre l'équilibre justement entre la faune, la flore, etc. Ça c'est une réalité.
Et selon les quantités, bien entendu, c'est encore plus vrai. Plus on met beaucoup de produits solubles, plus cela peut avoir des conséquences fortes. C'est toujours une histoire de quantité. Donc on n'en a pas parlé, mais on va limiter les apports de produits solubles à un nombre de kilo-hectares, bien entendu. Mais les nitrates, je le redis, sont la seule forme majoritaire absorbée par les plantes. Tous ceux qui vous disent le contraire ont fumé la moquette. L'absorption d'ammoniac est anecdotique. C'est important de le dire. Donc de toute manière, à un moment donné, l'urée va se transformer en ammonium et pas en 2 mois, comme dit l'intervenant. Ça, c'est complètement faux. Les travaux de Wismayer et Amberger dans les années 1980-1984, il y a eu plusieurs années d'études pour démontrer le temps de transformation. L'urée en ammoniac, c'est 4 jours quand le sol est à 2 degrés. C'est 2 jours quand le sol est à 10 degrés et c'est une journée quand le sol est à une vingtaine de degrés, c'est-à-dire dans une ambiance chaude. D'apporter de l'urée ne pose pas de problème dans ces conditions-là. Et surtout si on l'enterre, si on le mélange. L'urée peut très bien être un apport sur une partie de vos cultures, notamment les cultures printemps, ce serait pas idiot. Les Anglais font exclusivement de l'urée parce qu'ils ont une pluviométrie de plus du double de la nôtre, donc évidemment c'est un produit non lessivable et on n'a pas un choix immense autour de nous. Mais de dire ça, le temps de transformation, c'est aberrant. La deuxième chose qui est dit par ces intervenants, c'est de dire notamment qu'une fois que l'urée est transformée en ammonium, dans quelques jours, à un moment donné, quand il y a beaucoup d'ammonium dans le sol, là, il se transforme en nitrate. Et là, on est sur l'écueil principal. Entre l'ammonium qui se transforme en nitrate, c'est 6 semaines. L'intervenant dit oui, c'est long, ça dure longtemps. C'est cette transformation-là qui est longue. C'est pas l'urée en ammoniac, c'est l'urée en nitrate. Mais il dit, plus il y a d'ammonium dans le sol, plus ça se transforme en nitrate. Puis là, il dit, on n'a pas le choix, ça va abîmer, mais c'est comme ça, etc. Mais ça, c'est nul, parce qu'en réalité, c'est fonction du pH. On a beaucoup d'ammonium au départ dans un sol qui a un pH supérieur à 6,5. Donc ça ne sert à rien d'amener de l'urée dans des sols qui ont un pH supérieur à 6,5 car il y a très vite de l'ammoniac déjà présent qui augmente la volatilisation et ça c'est un fait scientifique, c'est une réalité technique, c'est ce qui pose problème sur les gaz à effet de serre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a trouvé pour limiter cette volatilisation? Et beaucoup m'en ont parlé, mon technicien me dit de mettre ça avec, ça va mieux. Et qu'est-ce qu'on amène? On amène du soufre sous forme de thiosulfate qui est extrêmement acidifiant. Et l'urée, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive au sol? Je vous l'ai expliqué, quand le granulé y fond, on monte en pH à 8,5-9 autour du granulé, surtout si on est dans un pH supérieur à 6,5. Et évidemment, ça crée des variations incroyables. Vous l'avez vu dans les placettes de l'INRA, vous avez vu que parfois il y avait jusqu'à 5 points de pH entre le plus bas et le plus haut après 80 ans d'apport de certaines formes d'engrais. Alors c'est dramatique. Je vous ai dit qu'entre un point de pH et un autre, il n'y a pas du tout la même vie de sol du tout. Il n'y a aucun champignon qui peut résister à une variation d'un point de pH simplement. Donc on abîme bien le sol et c'est ça de relier les éléments techniques ensemble, les éléments scientifiques. C'est de les relier ensemble pour comprendre par soi-même qu'il peut y avoir que des limites. Même si théoriquement, oui, l'urée, ça se rapproche de l'urine, on peut tout raconter là autour. Mais dans les faits, c'est pas la réalité. Et puis on n'est pas dans une vigne. On a besoin à un moment donné d'azote disponible. Donc l'urée, vous allez anticiper les apports, mettre ça à n'importe quel moment. Souvent plus tôt, pour être sûr que ce soit disponible au moment voulu. Et de l'autre côté, vous faites des reliquats, des plans de fumure, du satellite, tout un tas de choses pour être super pointu, et vous mettez une azote que vous ne pouvez pas gérer, que vous ne savez pas quand elle va être transformée, et qui en plus aura des incidences négatives. C'est quand même pas ma faute si l'urée est 50% d'un engrais liquide, donc c'est la majorité de l'engrais liquide. Il y a 25% d'ammoniac et 25% de nitrique, donc il y a une partie disponible tout de suite, il y a une autre qui va se transformer en quelques semaines, on l'a vu, selon la température, ou en quelques jours de l'urée à l'ammoniac. Mais c'est pas de ma faute si ces engrais-là sont apportés majoritairement dans des sols calcaires. C'est une aberration technique depuis le départ, qui est connue, même des fabricants d'engrais, qui n'est plus diffusée bien évidemment, puisqu'aujourd'hui l'urée, avec ses fameux retardateurs d'uréase qui ne sert strictement à rien sur le fond, 4 jours passés à 10 jours de retardé, c'est pas ça qui pose problème, c'est la transformation de l'ammoniac en nitrique. Et ça, c'est fonction du pH, qu'on mette un retardateur ou pas. Donc c'est une aberration technique. Alors, ce qu'on fait pour la volatilisation, c'est ce que je vous disais, du soufre thiosulfate qui est extrêmement acide. Alors, on a un granulé qui se basifie énormément autour du granulé et on met à côté un acidifiant pour ralentir ce phénomène finalement de montée du pH et éviter la volatilité. Vous vous rendez compte? Alors chimiquement, on peut tout faire, mais m'expliquer ensuite à moi et vous expliquer ensuite à vous que ça n'a aucune incidence, ces petites touilles sur le sol, c'est quand même se moquer du monde.
Donc, je pense que les personnes qui interviennent là n'ont qu'une partie des choses et ils ne les ont pas imbriquées ensemble. Et ils sont très forts en chimie, à vous faire des beaux dessins avec des NH3, des NH2, des NH4+, etc. C'est très très bien. Mais là, le monsieur parle de vigne. Il a une partie de ce qu'il dit qui est une réalité, mais qui ne correspond déjà plus au quotidien des agriculteurs. C'est trop théorique. Quand on veut des protéines, on se rend bien compte qu'à un moment, c'est l'azote frais, la forme nitrique qui fait un effet coup de fouet et qui amène réellement l'azote. On le retrouve en le marquant à l'intérieur de la plante. Ça aussi, il y a des études qui le montrent. Donc c'est quand même aberrant de dire à un agriculteur, bah, t'en apportes une partie palécivale ammoniacale et une autre partie nitrique qui va servir tout de suite. L'avantage, c'est que tu l'amènes le plus tard possible, le plus près des besoins, pour en gaspiller le moins possible. C'est ça la réalité qu'on a tous en tant qu'agriculteurs, c'est en gaspiller le moins possible et éviter qu'il soit perdu et qu'il soit éventuellement polluant. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Alors si vous voulez utiliser de l'urée, faites-le. Même pas besoin qu'il soit retardé puisque c'est du flanc. Mais utilisez-le avant un travail du sol, comme vous en feriez de l'engrais liquide. Le premier apport d'azote, faites-le au moins en ammonitrate soufré avec du sulfate de calcium qui ralentit d'autant le lessivage, qui ralentit d'autant l'impact sur le sol. Mettez de l'urée sur une dalle en béton, mettez de l'ammoniac sur une dalle en béton et mettez l'ammonitrate soufré calcaire que je vous dis sur une dalle en béton. Vous verrez que le dernier ne croque pas la dalle, il ne va pas faire un trou dans votre béton. Donc si tout ça c'est bon pour le sol malgré ce qui se passe concrètement sous votre hangar, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Donc pour moi c'est souvent comme ça, on vous explique des choses en compliquant les choses, en allant bien trop loin pour une utilité au fond, pour vous pratiquement, nulle. Donc reprenez le Soltner, regardez les études dont je vous parle, dans Berger notamment, informez-vous, mais on ne va pas réinventer la roue, sérieusement. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, la forme absorbée par les plantes, c'est le nitrite. Après, qu'on puisse avoir des acides aminés, tout un tas de choses, ça c'est pareil, c'est le réglage de la Formule 1, c'est les petits détails, c'est comme la qualité de l'eau pour la pulvée. Mais franchement, les gens retiennent tout ce qui est exotique, mais ne retiennent déjà pas les fondamentaux. Donc là, avec ça, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise « Ah ben, est-ce que c'est bien ou pas bien ?» Vous avez compris ou pas. C'est selon votre investissement pour comprendre. Donc, si vous avez des questions concernant l'urée après cette intervention de ma part, demandez-les aux gens qui vous ont expliqué les choses. Donc, l'urée ne se transforme pas en ammonium en 2 mois, c'est quelques jours. Donc déjà, la théorie qui a été expliquée qu'on peut le mettre 2 mois avant pour cette raison-là, c'est pas la réalité. Ensuite, de dire, bah, ça devient un nitrate quand il y a beaucoup d'ammonium dans le sol, bah, pas de bol. Il se trouve que dans certains sols au-dessus de 6,5 de pH, on a déjà une présence d'ammonium et c'est bien ça qui entraîne la volatilité et qui a des conséquences de perte. Et c'est pas autre chose. Voilà. Donc je pense que sur l'urée, on a fait le tour. Dernière petite question pour conclure, Victor qui me dit « Bonjour, dire que la pression utilisée pour répandre l'azote liquide augmente la volatilité est exagéré. Les buses enfilées ne font pas de gouttes volatiles et si tel était le cas, tu devrais logiquement conseiller des trifilés. » Alors excuse-moi mon petit Victor, mon grand Victor, mon cher ami Victor, tu te trompes, tu es à côté de la plaque, c'est complètement faux. La pression qui sort d'un trifilet, c'est la pression d'usage de ton pulvérisateur. Si tu es à 3 bars, c'est des jets à 3 bars qui sortent. Vouloir m'expliquer qu'à 3 bars, tu ne fais pas des plus fines gouttes que lorsque tu es à 1,5 bar, c'est quand même culotté de ta part. Secondo, il y a quelques années, on diffusait aux agriculteurs les conseils des fabricants d'engrais liquides. Et il était indiqué de ne jamais dépasser 1,5 bar, de ne jamais travailler sur sol gelé, etc. Tout ce que tout le monde fait aujourd'hui dans l'autre sens. Par contre, les 7 filets, et c'est même un problème pour certains agriculteurs. Il y a une chambre de dépressurisation et ce sont les seuls qui ont cette chambre. Et du coup, le jet ne sort pas à la pression, il tombe par gravité, puisque c'est dans la chambre que la pression d'usage, qui peut être de 3 bars, de 4 bars, s'en va. Elle est voilà, dépressurisée. Et donc c'est plus soumis au vent, c'est vrai que le jet il est moins direct, ça tombe un peu comme un robinet. Voilà. Et c'est pour ça que les 7 filets font moins de brûlures sur les plantes et font surtout moins d'impact de volatilité. Maintenant, la volatilité n'est qu'une partie du problème, Victor. Le second problème, et sans doute le plus important, c'est l'effet sur la structure. Et pour ça, il faut regarder, observer, prends ta motte de terre, mets de l'engrais liquide dessus, regarde la structure. Et tu vas quand même pas nous dire ça dans toutes les régions centre de la France où les agriculteurs ne font plus d'engrais liquide pour la majorité d'entre eux. Ils ont constaté qu'ils ne sont pas en sol calcaire. Ce qu'il ne faudrait pas faire, mais c'est comme ça, puisqu'on se dit l'engrais liquide acidifie, etc. C'est pas la réalité. L'engrais liquide, 30, c'est du 30 kg de calcium. Un 33,5, c'est 33 kg de calcium. C'est simple à retenir, hein, je vous l'ai mis dans la vidéo. Donc c'est l'impact sur la structure qui est négatif, parce que c'est pire que l'urée dans le sens où ça va plus vite, parce que c'est liquide. Donc l'effet sur le sol, il est encore plus violent. Les montées en pH sont encore plus rapides, donc les conséquences pour le sol. Donc engrais liquide, oui, dans des pH inférieurs à 6,5.
ce qui est pas beaucoup de régions en France. Et encore, ce serait à faire plutôt en deuxième apport, après avoir fait un bon ammonitrate soufré, on ferait un azote liquide 15 jours, 3 semaines après, sous la pluie, et là on est courant mars là déjà. On a beaucoup plus le temps de choisir les meilleurs moments pour avoir le moins d'impact possible. Et quand l'urée pénètre dans le sol, pas de problème. Les effets sont complètement dilués. Le travail du sol va diluer les effets. Alors demain, faire du semis direct et utiliser des engrais comme ça sans jamais rediluer les effets pervers que créent ces engrais sur la surface, c'est une aberration sur l'activité biologique et sur les sols. Et ça, les intervenants que vous avez rencontrés devraient vous le dire. Et si on parle des engrais de fond, c'est encore autre chose. Alors, je vais faire rebaisser ma tension, les amis, parce qu'au final, passer mon temps à devoir réexpliquer des choses que vous pourriez trouver par vous-même en arrêtant d'écouter des conseils et des modes d'emploi, mais davantage de la compréhension, ce qui est ma croix, et ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui me semble le plus judicieux pour sortir de tout ça. Vous comprenez les choses par vous-même, on vous dit ce qu'il y a dans le produit, et par la connaissance de ce qu'il y a dedans, vous savez comment ça marche. C'est quand même pas chouette, c'est impeccable. Donc là, je pense que vous avez l'explication de comment ça marche. Après, c'est à vous de voir. Aujourd'hui, l'urée, il vous est proposé pour des raisons purement économiques. On stocke plus d'azote dans le même environnement, 46 unités au lieu de 33 ou même 27, c'est l'Amérique. Et après, on va me dire à force que c'est la même chose. Alors que pendant des décennies, on a expliqué aux gens que l'urée, c'était du bas de gamme, c'est la base de l'azote, ça peut venir de Chine, et ça convient bien à tout le monde. À un moment donné, on baisse vraiment de qualité et de niveau. Donc notre raison d'agriculteur, c'est de préserver notre patrimoine et de ne pas accepter ces produits bas de gamme, car ils finiront par dominer le marché pour des mauvaises raisons, par des petits gadgets, par des petites interventions de gens qui, au final, peuvent dire autant de bêtises sur le fond, sur ce sujet-là, bien entendu, en ayant en plus utilisé de l'argent public. En quoi ça fait avancer l'agriculture que de dire ce genre de choses? Ça, je m'en pose des questions. Alors vous direz peut-être que moi, de mon côté, je fais rien avancer du tout. Mais j'essaye, en tout cas je vous amène des preuves qui ne sont pas de moi, car moi je ne fais que retransmettre de l'information et de vous la mettre dans le bon sens. Vous savez, moi je suis pas agronome, moi je suis un petit paysan de rien du tout. Mais j'ai fini par comprendre beaucoup de choses et surtout je ne renie pas tout ce que j'ai pu apprendre de gens bien plus scientifiques que moi. Là aujourd'hui on commence à voir tout et n'importe quoi avec le pseudo d'agronome à toutes les sauces qui moi personnellement me fatigue. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. J'espère ne pas devoir en refaire une autre parce que ce coup-là, je capitule après 14 vidéos sur l'azote. Et puis je vous dis à tous bon courage et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur l'approche globale du sol à la plante numéro 4. Et cette fois, on va parler de l'autonomie d'alimentation des plantes. Et ça, je sais pas si on vous en parle, mais en tout cas, nous, on va essayer de vous en parler en vous expliquant les teneurs, qu'est-ce qu'il y a réellement dans vos sols. Enfin bref, comment on peut faire pour dépenser le moins et faire le mieux et pour notre sol et pour notre portefeuille, car l'objectif au final, je crois que c'est de réussir son entreprise. C'est ça notre projet. Alors les amis, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.